Salut les gens! Je vous retrouve pour la 4e partie de créer un univers de roman fantasy et aujourd'hui on va parler de population et de politique. C'est un grand classique du genre fantasy, on y retrouve quasi systématiquement des populations comme les elfes, les nains, les gobelins, etc. Ces populations ont des caractéristiques physiques, de capacités ou même de pouvoirs magiques qui, bien que non fixes, sont souvent identiques d'un univers à l'autre. Par exemple les elfes archers qui vivent dans la forêt avec des oreilles pointues ou des nains barbus mineurs. Ces populations sont emblématiques du style fantasy, mais ce qu'il y a de génial avec l'écriture et avec la création en général, c'est qu'on peut bousculer les formes et tout réadapter à soi. Vous vous en doutez, c'est ce que j'ai fait. Déjà, j'ai trié ces populations, j'ai permis toutes les figures iconiques du genre dans mon roman. Par exemple, j'ai fait l'impasse sur les orques et j'ai préféré mieux travailler mes gobelins. Je vous mets à l'écran les populations que j'ai choisies pour mon histoire et on va voir ça en détail tout de suite. Créer l'historique, la politique et les caractéristiques de toutes ces populations, c'est probablement ce qui m'a pris et ce qui me prend encore le plus de temps dans la création de ce roman. J'ai beaucoup de populations, donc il faut absolument que tout concorde et les raccords, les moindres détails sont hyper importants. Ici, on parle pas de fiches d'infos, on a carrément dépassé ce stade. On parle d'intercalaires bien remplis dans mon classeur qui va finir d'ailleurs par être un petit peu juste à force. Chaque peuple a son propre dossier divisé en plusieurs parties. Les populations ont des apparences différentes qui les singularisent. J'en fais la description précise et je développe tous les détails. J'en profite pour y intégrer les habitudes vestimentaires qui sont aussi spécifiques à chaque peuple. La jeunesse comprenant déjà les événements historiques de l'univers dans son ensemble, je viens dans cette partie personnaliser les parties histoire de chaque population. Ces éléments, qui sont assez synthétiques quand même, n'ont généralement pas trop d'impact sur l'intrigue en elle-même, mais elles me permettent de beaucoup mieux maîtriser mon sujet. Très grosse partie ici, il y a énormément de choses à développer. Décrire les mœurs me permet globalement de savoir comment les peuples peuvent interagir entre eux, comment ils peuvent s'entendre, se compléter, s'associer ou se haïr. Je décide rapidement des relations entre les populations, les arrangements et les alliances. Faut savoir que toutes ces populations sont sous le règne d'un empire, dont on va parler un petit peu après. Je précise cela maintenant pour que vous compreniez que les populations ont chacune un fonctionnement interne, mais elles obéissent toutes aux lois que fixe l'empire. Un peu comme des départements ou des régions au sein d'un même pays pour faire la comparaison avec notre monde à nous. Ensuite, je développe le mode de vie. Ça rejoint un petit peu les mœurs, mais c'est plus précis. Cela se concentre davantage sur le quotidien, sur les habitudes de vie, les routines ou pas des villes, villages, cités et même des foyers, alors que les mœurs décrivent plutôt l'esprit général du peuple en question. J'enchaîne sur les connaissances et les capacités propres à chaque peuple. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, mes nains à moi ne sont pas forcément mineurs et mes elfes ne sont pas forcément des archers. J'ai choisi d'imaginer des nains bûcherons et de spécialiser mes elfes dans l'arsenal et la maîtrise des métaux. Je prends énormément le temps de penser à chaque savoir-faire, c'est super important parce que j'essaye aussi de les mettre en lien directement avec l'intrigue. Quels savoir-faire seront utiles à mon histoire et comment ? Lesquels vont être acteurs de certaines péripéties, etc. Je détaille un petit peu plus les origines de ce savoir-faire, bien que j'en aurais déjà un petit peu parlé dans la partie historique. Et enfin, je décris les pouvoirs magiques de chaque population, parce qu'on est dans un monde magique, donc il y a des pouvoirs, évidemment. Mais j'en parlerai beaucoup plus dans la 5e et dernière partie qui se consacre justement à la magie. L'Empire est plutôt complexe et il me sera difficile de tout aborder ici dans cette vidéo. Je vais essayer de vous synthétiser tout ça et de vous faire un résumé. L'Empire tire son origine très tôt dans la Genèse et date des mages du premier temps. Et non, vous ne saurez pas tout de suite qui sont ces mages, on verra ça dans la 5e partie consacrée à la magie.
Retenez pour l'instant que ce sont eux qui ont créé ce monde et qui ont surtout créé le vivant qui est le peuple. Ayant donc apporté la vie, les mages ont rapidement installé cet empire pour superviser tout ce petit monde. Et ils en étaient bien évidemment les souverains. Du moins jusqu'à ce qu'un mage s'empare lui tout seul du pouvoir et transmette ensuite son statut d'empereur à un héritier choisi qui lui aussi à son tour transmettra le flambeau, etc. et ainsi de suite. Un empire aussi colossal a évidemment nécessité de conclure pas mal d'alliances et de traités. Sinon c'était une porte ouverte à énormément de bazar, avec des peuples toujours croissants et dont certains développent énormément d'autonomie. L'Empire a donc deux fonctions majeures qui lui permettent de conserver la paix et de continuer à appliquer son règne. En premier lieu, c'est être le premier fournisseur de ressources vitales et magiques à toutes les populations. Et deuxièmement, c'est de protéger les peuples des dangers de Totel et de sauvegarder la lune de l'invasion. On le verra un peu plus précisément dans la partie 5, mais Totel est une planète très sombre, avec un passé chaotique et donc source de très graves dangers. En tant qu'unique et gigantesque puissance, l'Empire est évidemment convoité par des esprits avides de pouvoir. Si certains peuples neutres assurent en partie l'équilibre qui évitera la chute de l'Empire et ainsi redéclencher un chaos, l'Empire est sans cesse obligé de fournir une surveillance, une protection et une anticipation d'attaque constante. Pas de répit pour l'empereur ou l'impératrice. Je ne pense pas rentrer davantage dans les détails parce que ça deviendrait vraiment très pointilleux, puis je préfère parler des grandes lignes et garder une petite part de mystère et surtout vous permettre de développer votre imagination sur tout ça. La corruption, l'avidité et les conflits et autres joyeusetés ne sont pas réservés uniquement à notre belle planète Terre. À moins d'avoir un parti pris très bisounours, qui dit population, et même ici beaucoup de population, dit communication entre elles, parfois fructueuse, saine et conviviale, mais parfois belliqueuse et conflictuelle. Sans compter l'intimidation, le chantage, la corruption. En fonction de ce qu'on a vu un peu plus tôt à propos des populations, je décide et je décris les relations qu'elles ont entre elles et pourquoi. C'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de penser à certains personnages secondaires qui seraient impliqués dans cette communication et qui souligneraient pourquoi pas un moment de l'intrigue. La paix a donc parfois un certain prix. Payé la plupart du temps par l'Empire, par exemple avec le cas des gobelins, qui font énormément chanter l'Empire pour obtenir des faveurs, sans quoi ils n'hésiteraient pas à s'allier avec de mauvaises gens et de mauvaises créatures sur Totel. Mais cette paix est parfois payée par la population elle-même, via des arrangements sombres et bien souvent secrets. Ces alliances et ces tensions sont amenées à évoluer, à changer, et notamment au beau milieu de l'intrigue, au beau milieu de l'histoire. Je prends donc soin de noter et de détailler toute cette évolution pour que tout soit parfait et concorde avec toute mon histoire. Pour résumer un petit peu tout ça, je définis très précisément toutes mes populations après en avoir fait un tri. Je développe leurs particularités, leur mode de vie, leur histoire, etc. Je pose une base politique dès la genèse autour de laquelle les populations vont politiquement s'articuler à leur tour. Puis j'organise les relations entre les populations. Je n'ai pas abordé ici la question des personnages. Pour cela, je vous invite à regarder le tout premier Imaginarium qui traite du sujet. Bon, par contre, soyez gentils, c'était ma toute première vidéo, donc la qualité technique n'est pas tout à fait au rendez-vous. C'est la fin de cette 4e partie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez bien sûr me contacter, il n'y a aucun problème. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, adiciats!